Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des autorités politiques genevoises, Mesdames et Messieurs les membres du rectorat, Mesdames et Messieurs les membres des décanats de l'Université de Genève, chères étudiantes et chers étudiants, bienvenue à toutes et à tous. Une salle comble. Et encore, il y a encore des personnes qui malheureusement ne trouveront peut-être pas place dans l'auditoire, mais je crois que la conférence sera retransmise en streaming, donc ceux qui n'ont pas trouvé place dans cet auditoire pourront suivre la conférence. Quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver toutes et tous en présence, sans masque, sans passe sanitaire. On a le sentiment d'être revenu dans une situation normale. Une situation qui nous aura permis de tester la résilience de notre institution. Une période difficile pour nos étudiantes et nos étudiants, une période difficile pour les collaboratrices et collaborateurs de l'Université de Genève, pour l'ensemble du corps enseignant. Mais une période qui a permis aussi de repenser à la manière d'enseigner. Une période qui va laisser des traces en ce sens que l'on va enrichir effectivement nos outils pédagogiques de manière à diffuser encore mieux les savoirs qu'une université doit diffuser auprès de ses étudiantes et étudiants, auprès du grand public. Donc une période qui nous aura marqué, une période qui nous aura permis aussi de constater à quel point l'Université de Genève reçoit le soutien de ses autorités, le soutien de nombreuses fondations qui, pendant la période de pandémie, nous auront donné les moyens et les ressources de pouvoir aider concrètement nos étudiantes et nos étudiants. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de remercier toutes ces fondations qui, durant cette période, nous ont aidés à traverser cette période si compliquée. Et puis, à peine le Covid était-il terminé, mais faut-il dire qu'il est terminé, que nous avons été confrontés à la guerre en Ukraine, et là, une nouvelle fois, nous avons pu observer une communauté universitaire qui s'est mobilisée immédiatement pour pouvoir accueillir des étudiantes et étudiants en provenance d'Ukraine. Une centaine aujourd'hui qui sont inscrits dans notre programme Horizon académique. Et puis des chercheuses et des chercheurs qui ont également dû fuir l'Ukraine et qui ont trouvé ici à l'Université de Genève un abri pour une année en tout cas, de manière à pouvoir poursuivre leur carrière académique. Et à cet automne, nous avons effectivement 10 personnes qui ont bénéficié de soutien. Nouvelle fois, 2 fondations qui se sont mobilisées avec l'Université de Genève pour leur octroyer les ressources dont elles avaient besoin. Et puis, il faut évidemment parler aussi de la crise énergétique. Un nouveau défi. On a un peu l'impression que chaque période qui se termine ou qui est encore en cours, eh bien, nous nous trouvons confrontés à de nouveaux défis. Et là, encore une fois, nous devrons effectivement trouver des solutions très concrètement, parce que concrètement, pour l'année 2023, eh bien, c'est 2 millions de dépenses supplémentaires à laquelle il faudra nous faire face, et puis sans doute encore 2024, une augmentation des dépenses de l'énergie. Mais je ne suis pas ici pour me plaindre, parce que ce n'est pas le genre de notre université. Notre université est une université qui se veut toujours innovante, parce que si nous ne sommes pas innovants, eh bien, on périra un tout petit peu. Ces innovations, j'aimerais simplement les mentionner, peut-être 2 d'entre elles. L'une, tout d'abord, c'est le fait que l'Université de Genève a rejoint une alliance qui s'appelle 4EU+, une alliance d'universités européennes. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'Université de Genève qui a été auprès de ses partenaires européens pour joindre cette alliance, mais ce sont les membres de cette alliance européenne qui sont venus nous voir pour nous dire « Merci Université de Genève, nous souhaitons que vous soyez à bord ». Et cette alliance, cette alliance 4EU+, je l'ai dit tout à l'heure, composée des universités de Sorbonne, Heidelberg en Allemagne, Copenhague, Milan, et puis Varsovie et Prague. Et nous serons maintenant la 7e université, partie de cette alliance européenne, qui est un grand défi, un défi pour l'ensemble de notre institution, un défi qui va permettre aussi d'offrir à nos étudiants et étudiantes la possibilité d'une mobilité plus organisée avec ces différents partenaires, la possibilité de faire des masters ensemble en particulier. Et puis aussi une deuxième innovation que nous appelons évidemment de nos neveux, alors qu'il sera un peu plus à plus long terme, c'est une stratégie immobilière que nous sommes en train de mettre en place et qui va véritablement changer
le visage de la ville de Genève, qui va changer le visage de notre canton avec un canton universitaire qui se conçoit comme tel et qui effectivement aménage ces espaces pour vraiment concrétiser cette vision stratégique. Et vous aurez l'occasion sans doute de découvrir cette ambition stratégique à l'espace 2035. Et puis une période difficile, je l'ai dit tout à l'heure, mais une période qui nous a permis de maintenir notre excellence. Alors permettez-moi juste de rappeler les deux nouvelles de cet été. Elles ne vous ont pas échappé. L'Université de Genève, sa faculté des sciences, après Stanislas Smirnov, a reçu une deuxième médaille Fields pour Hugo Duménil-Copin. Et c'est évidemment pour nous une immense fierté d'avoir cette reconnaissance de l'excellence de l'Université de Genève. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas rencontré Hugo, je vous invite vraiment à le rencontrer. C'est quelqu'un qui a une manière d'expliquer la beauté des mathématiques et qui est vraiment tout à fait exceptionnel dans sa diffusion de son savoir. Et puis, vous n'aurez pas non plus omis le fait que l'Université de Genève, dans le dernier classement de Shanghai, est 62e. C'est parmi les 1% des meilleures universités au monde. En Suisse, nous sommes juste derrière les PFZ et nous sommes toujours au coude à coude avec l'Université de Zurich, un partenaire stratégique pour nous. Et puis, c'est une bonne manière de se stimuler pour se dire l'année prochaine, on va peut-être passer devant l'Université de Zurich. Mais vous n'êtes pas venu pour entendre mon discours, vous êtes venu pour entendre ce qui vous fascine, l'archéologie, tout en camant. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Marie-Gabrielle Cajoli, qui doit être pas trop loin voilà, elle est ici. Et elle va vous présenter le conférencier de ce soir. Marie-Gabrielle, merci infiniment de ta présence. Et à vous toutes et tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Fascination, en effet, et quelle fascination! Parce que qui n'a pas rêvé enfant de décrypter des hiéroglyphes? Qui n'a pas rêvé de trouver le trésor enfoui d'un pharaon? À un siècle d'intervalle, deux hommes, 1822-1922, ont transformé un rêve d'enfant en réalité. Jean-François Champollion et Howard Carter. 2022 est une année importante pour l'égyptologie. Ces deux hommes ont fait de cette discipline une nouvelle trajectoire qui n'a de cesse de connaître une expansion. Et les 3 prochaines semaines, ici à Genève, seront marquantes. Sous la houlette du professeur Philippe Colombert et des docteurs Aurélie Quirion et Noémie Montbaron, l'unité d'égyptologie de Genève a mis sur pied pour le public, pour vous, un programme à la hauteur de cette fascination que l'Égypte exerce sur les petits comme sur les grands. Plusieurs événements vous sont proposés en accès libre. Une exposition tout d'abord, du 23 septembre au 16 octobre, intitulée « Révéler l'Égypte oubliée ». Champollion, Toutankhamon et nous. Elle rassemble une trentaine d'œuvres antiques issues de collections genevoises et présente la recherche actuelle menée à Genève et en Suisse. Vous pourrez, entre autres, y trouver la plume de Champollion ou encore le pinceau ou la truelle d'Howard Carter. Dans ce cadre, l'unité d'égyptologie a également pensé aux enfants, en concevant des ateliers destinés aux écoles genevoises pour les classes de primaire dès 8 ans et du cycle d'orientation. Tout cela se passera à la Bibliothèque de Genève. Je vous invite à consulter le site web de l'UNIGE pour avoir tous les détails. Et puis viendra une conférence débat, le 29 septembre, intitulée « Archéologie, les fouilles en Égypte aujourd'hui ». Au cours de cette conférence débat, des égyptologues suisses présenteront leurs travaux de fouilles à la recherche du passé. Ce sera une occasion unique pour vous de découvrir les fouilles telles qu'elles sont pratiquées en 2022 et de poser en direct toutes vos questions à des spécialistes égyptologues, à savoir Suzanne Bickel, professeure à l'Université de Bâle et directrice de la University of Basel Kings Valley Project, Philippe Colombert, professeur à l'UNIGE, directeur de la mission franco-suisse de Saqqara, et Audrey Heller, membre de la mission archéologique de Dachour. Une deuxième conférence débat se tiendra le 6 octobre. Celle-ci est intitulée « Champollion et le mystère des hiéroglyphes ».
Elle reviendra sur la vie épique de Jean-François Champollion et vous donnera l'occasion, une fois encore, de poser vos questions sur Champollion et les écritures égyptiennes à différents spécialistes, Nathalie Bosson, chercheuse chargée de cours à l'UNIGE, Karine Madrigal, chercheuse associée au laboratoire ISOMA à Lyon, et Andreas Stoder, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris. Tout cela se passera, les 2 conférences débat, à Unimail. Je vous renvoie de nouveau au site web de l'université où vous trouverez tous les détails. Et enfin, un livre destiné à tout public intitulé « Révéler l'Égypte oubliée ». Il est coécrit par plusieurs égyptologues, suisses romans, pour vous permettre d'en apprendre davantage en général sur la discipline égyptologique et en particulier sur des éléments nouveaux. Mais tout de suite, bien sûr, cette leçon d'ouverture est l'occasion de donner la parole à un invité d'exception. Alors, pour parler d'un invité d'exception, le présenter, il y a la biographie officielle, bien sûr. Mais il y a mieux. Il y a ce qui fait que cet être est unique. Il y a ce qui l'a marqué dans sa construction personnelle. En quelque sorte, l'homme derrière le masque, et qui n'est pas forcément su. Sans révéler trop grand secret, et avec son accord, je reprendrai le mot de Roland Thévenin, l'un de ses maîtres et l'une des grandes figures de l'histoire de l'art en égyptologie s'il en est, qui avait coutume de dire « Si l'on met dans un check-up un artiste comme grand-père et une grand-mère métisse d'origine africaine, en secouant bien, on obtient un égyptologue. Et pas n'importe quel égyptologue. Un égyptologue spécialisé en histoire de l'art, Dimitri Labourie. Effectivement, son grand-père était artiste peintre et sculpteur, et son arrière-grand-mère maternelle était d'origine congolaise, sa grand-mère métisse, tous lui ont insufflé le goût des arts, de l'histoire et de l'Afrique, lui donnant dans ce cocktail les premiers ingrédients de sa vocation. Égyptologue, on l'est souvent par l'étude des lettres et de l'archéologie, on l'est moins fréquemment par l'étude de l'art. C'est précisément la porte d'entrée qu'a choisie Dimitri Labourie, dont il a fait sa spécialité dans la droite ligne de Jean Capart, père de l'égyptologie belge, qui créa la première chaire d'égyptologie à l'université de Liège, plus tard reprise par Dimitri Labourie. Celui-ci est aujourd'hui professeur et directeur de recherche du Fonds national de la recherche scientifique de Belgique. À l'université de Liège, il dirige le service d'histoire de l'art et archéologie de l'Égypte pharaonique. Il a pris part à diverses missions archéologiques en Égypte et a initié de nombreux projets de recherche en archéométrie sur des monuments égyptiens. Il a notamment signé une importante biographie archéologique d'Akhenaton et récemment coédité l'Oxford Handbook of Egyptian Epigraphy and Paleography. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir chaleureusement le professeur Labourie pour sa conférence intitulée « Toutankhamon, l'homme derrière le masque ». Excellences, Monsieur le Recteur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, c'est pour moi un grand honneur d'assurer cette conférence d'inauguration du semestre d'automne de l'Université de Genève. Un petit peu de stress, évidemment, après une présentation, une invitation, mais aussi une présentation aussi généreuse, qui, sachez-le, m'honore profondément. Alors, vous le savez, on vient de vous le rappeler, 2022 est une année très particulière pour l'égyptologie puisque nous fêtons le bicentenaire du déchiffrement du système d'écriture hiéroglyphique par Champollion en 1822 et puis par un heureux hasard de l'histoire, un siècle presque exactement après la découverte de Champollion, il y a la découverte la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'archéologie, toutes sous-disciplines confondues et qui fait partie de l'archéologie égyptienne, la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter dont je vais vous parler aujourd'hui. On peut espérer évidemment que 2022 sera également marqué par une ou plusieurs découvertes majeures en égyptologie, et nos confrères en Égypte s'y emploient très activement.
Et pourquoi pas, cette fois, peut-être une découverte ou des découvertes suisses, puisque vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, vous le découvrirez bientôt grâce aux événements que Mme Cajoli évoquait il y a un instant. La Suisse, en dépit de sa taille comparable à celle de la petite Belgique, est elle aussi très active en archéologie égyptienne, comme cela vous sera rappelé notamment à l'occasion de cette exposition qui ouvre ses portes dès demain. Mais pour cet anniversaire, je voudrais redire tout d'abord combien je suis honoré de le célébrer avec vous ici ce soir et de venir vous parler de la découverte de la tombe de Toutankhamon, la découverte, je le disais, la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'archéologie. Alors Toutankhamon, c'est évidemment la fascination de l'or. C'est un trésor funéraire sans équivalent dans toute l'archéologie, toutes sous-disciplines confondues, comme je le disais tout à l'heure. Plus de 5000 objets, dont plus de 2000 retrouvés intacts. Un trésor funéraire de plus de 250 kilos d'or. J'ai vérifié le cours de l'or il n'y a pas longtemps, c'est plus de 12 millions de francs suisses. Et puis aussi, on a tous les ingrédients d'une fascination planétaire, comme je vais vous l'expliquer. Toutankhamon, c'est un banni de l'histoire, un oublié de l'histoire, qui est fils du couple assez tumultueux et qui a suscité la chronique au moment de la découverte de la tombe de Toutankhamon, Akhenaton et Néfertiti. Et enfin, il y a l'argument suprême, celui de la malédiction qu'on a accrochée autour de cette découverte. D'ailleurs, Lady Burkler, la sœur de Lord Carnarvon, le mécène des fouilles, écrira à propos de l'histoire de son frère et de la découverte de la tombe un récit dont l'ouverture ressemble à celle de la caverne d'Ali Baba et qui s'achève comme le mythe de Némésis, la déesse qui personnifie la vengeance divine dans la mythologie grecque, ne peut manquer de captiver l'imagination de toutes et de tous. Et donc, on a ici tous les ingrédients d'une fascination planétaire et sans discontinuité, et votre présence ce soir en est une nouvelle preuve. Alors, cette fascination, elle a suscité beaucoup de romans, ou une romantisation en fait de la vie de Toutankhamon, de l'événement lui-même, et le fil conducteur de mon propos aujourd'hui sera de vous dire que la réalité dépasse la fiction. L'histoire de Toutankhamon, comme celle de Howard Carter, n'ont pas besoin d'être romancées, elles sont suffisamment romanesques en elles-mêmes, et c'est ce que je vais essayer de vous rappeler aujourd'hui. Alors Howard Carter a d'abord été un enfant avant d'être un archéologue, et en fait c'est un archéologue complètement improbable, c'est le propos de mon premier point. En effet, c'est le 11e et dernier enfant de Samuel John Carter et Martha Joyce Sands, des gens d'origine relativement humble dans l'Angleterre victorienne où Carter naît. Et Samuel John Carter est un peintre animalier et un illustrateur qui travaille pour la noblesse britannique. Le petit Howard bénéficiera d'une instruction scolaire assez rudimentaire dont il ne cessera de souffrir et de se plaindre à travers toute l'histoire de sa vie. Il s'intéresse beaucoup à l'ornithologie depuis sa prime enfance, mais on lui fait comprendre qu'il faut faire rentrer les deniers à la maison et il va suivre les traces de papa en tant qu'illustrateur. Il est d'ailleurs très doué, vous allez le voir, sur un plan artistique. Et donc Samuel John Carter l'emmène régulièrement chez Lord Amherst, qui est un de ses mécènes, un de ses commanditaires, qui possède l'une des plus belles collections d'égyptologie à l'époque sur le sol britannique. Collection richissime, bien connue, notamment pour la présence d'un papyrus qui est célèbre auprès de mes collègues, le papyrus Amherst, ou papyrus Amherst Léopold II, parce qu'une partie se trouve en Belgique, elle avait été achetée ou acquise par le roi Léopold II de Belgique. Et ce papyrus qui fascine Carter parmi d'autres antiquités est un papyrus, un joyau de la collection, qui relate en fait le procès d'antiques pillards dans la vallée des rois en l'an 16 de Ramsès IX, comme ceux qui peuvent lire le hiératique peuvent le constater sur cet extrait de papyrus. Et donc Howard Carter, sans le savoir, est déjà en fait confronté à son futur destin, au pillage dans la vallée des rois. Il va grandir dans cette fascination et à l'âge de 17 ans, Lady Amherst décide de sponsoriser en quelque sorte le jeune Howard et de l'envoyer travailler en Égypte comme illustrateur au départ, c'est sa fonction, pour l'Egypt Exploration Fund, dont elle est une qu'elle soutient par des généreuses donations. Et donc notre jeune Howard se retrouve en Égypte. Il commence à découvrir cette vie de terrain, notamment en Moyenne-Égypte, comme dessinateur, et ses talents font merveille. Très rapidement,
il fait la connaissance de Sir William Matthew Flinders Petrie, qui est déjà une légende vivante, qui est l'inventeur de l'archéologie égyptienne, mais tout simplement l'inventeur de l'archéologie scientifique. C'est celui qui invente les concepts de stratigraphie, qui attire l'attention des archéologues qui jusque-là étaient avant tout des chercheurs de trésors, sur les petits objets qui permettent de dater les couches dans lesquelles on ferait un chemin en archéologie. Et Petrie va emmener, durant l'hiver 1891-1892, Howard Carter pour sa première expérience de fouille sur le site d'Amarna, qui n'est autre que le site où a régné le roi Akhenaton et son épouse Néfertiti, c'est-à-dire le site où Toutankhamon a sans doute vu le jour. À nouveau, il se retrouve sans le savoir confronté à son futur destin. Alors, l'entreprise fonctionne assez bien entre les deux, mais à l'issue de cette collaboration, Petrie, qui conversait régulièrement par des lettres avec sa mère, qui les diffusait dans le milieu scientifique britannique de l'époque, écrira « Monsieur Carter est un garçon de bonne composition. Je ne vois cependant pas l'utilité pour moi, lui qui était très pragmatique, d'en faire un fouilleur, c'est-à-dire qu'il barre le futur archéologique de Howard Carter, qui va pourtant devenir, peut-être aux côtés d'Indiana Jones, l'archéologue le plus célèbre à l'heure contemporaine. » Mais Carter, vous allez le voir, est opiniâtre, il est même têtu au dire de ses collègues. Il va s'accrocher et il va continuer à travailler en Égypte pour l'Egypt Exploration Fund et notamment, ou l'Egypt Exploration Society qui va la remplacer, il travaillera pour le premier égyptologue suisse, qui est un Genevois, Édouard Naville, que vous voyez ici au centre de la diapositive, Carter se trouvant à gauche. Édouard Naville qui vient de se voir conférer une chaire d'archéologie ici à l'Université de Genève. Carter progresse dans ses travaux aussi bien archéologiques qu'épigraphiques. Il travaille surtout à Deir el-Bahari dans un premier temps et dans toute la région de la nécropole thébaine. Vous voyez ici une de ses somptueuses aquarelles, il est vraiment très très talentueux. Et ses talents vont être repérés par le service des Antiquités, par le directeur du service des Antiquités de l'époque, Gaston Maspero, un Français, qui décide de nommer Howard Carter inspecteur officiel du service des Antiquités de la Haute-Égypte. Et là, c'est les années heureuses de la vie de Carter, il va de succès en succès. Et il développe vraiment une mentalité d'enquêteur presque policier. Il va résoudre pas mal d'énigmes archéologiques. Et notamment dans la vallée des Rois, il va déjà réussir à rassembler une série d'informations, d'indices, qui lui permettent de localiser certaines tombes, comme ici la tombe de Toutmosis IV. Et il va retenir cette leçon, il va essayer de la réappliquer, vous allez le voir, pour la découverte de la tombe de Toutankhamon. Malheureusement, ces grandeurs et décadences, Howard Carter ne cesse de monter dans l'administration du service des Antiquités égyptiennes. Il a une promotion qu'il repousse, mais qu'il ne peut repousser indéfiniment pour monter sur le site de Saqqara. Et là, très vite, un incident diplomatique le contraint, par son entêtement, à démissionner. En 1905, il se retrouve tout d'un coup sans emploi et il vit en Égypte de la vente de ses aquarelles et comme conseil ou comme guide pour les touristes locaux. En 1905, exactement cette année-là, fin de l'année 1905, je vous dis c'est presque un roman, sauf que c'est la réalité, sur le site de Karnak, on découvre une stèle qui est le fameux décret de Toutankhamon, bien connu par tous les égyptologues, qui remet un peu Toutankhamon au goût du jour, qui est un pharaon dont on savait qu'il avait existé pratiquement sans plus. Et là, on se rend compte que ce pharaon est important, qu'il a succédé à l'épisode du règne d'Akhénaton, un épisode qui commence à susciter de plus en plus la passion. Et Howard Carter va se pencher sur ce personnage et se passionner sur ce personnage, d'autant plus que dans la vallée des rois, on trouve toute une série d'indices lors des fouilles de Theodore Davis, que vous avez en pantalon de Jodhpur sur la droite de la diapositive, qui est un financier américain qui finance en fait des fouilles en employant des archéologues qui l'usent littéralement, ils changent tous les 2-3 ans, parce qu'ils n'en peuvent plus de travailler pour ce personnage qui exige une grande découverte majeure chaque année. Et donc le système des fouilles en Égypte fonctionne avec des financiers, puisque la loi d'avant 1936 précisait qu'on divisait le résultat des fouilles en 2 lots, un qui restait patrimoine égyptien via le service des Antiquités et allait au musée égyptien du Caire, et l'autre retournait aux bailleurs de fonds des fouilles. C'est comme ça qu'on attire évidemment des capitaux pour financer les fouilles. Alors Carter suit ses travaux, il travaille occasionnellement comme illustrateur pour Davis et il commence à concocter un plan pour se mettre en chasse de la tombe de Toutankhamon dont il est persuadé qu'elle se trouve dans la vallée des rois. Mais il lui faut un financier lui aussi. Et c'est là qu'en 1907, il rencontre Lord Carnarvon, 5e comte de Carnarvon, que Gaston Maspero lui fait rencontrer parce que Maspero a beaucoup d'affection et de respect pour les compétences de Carter et il lui cherche un mécène. Et ces 2 compatriotes vont se trouver et tomber main dans la main.
Alors, Lord Carnarvon, comment se fait-il qu'il se retrouve en Égypte? En fait, c'est un passionné d'automobile. C'est le deuxième citoyen britannique après la reine à avoir un permis de conduire, et il est passionné de courses automobiles. Et donc, il va faire un accident en Allemagne. Ce sont des voitures qu'on conduit avec un chauffeur, donc on est juste passager. Et les chroniques journalistiques de l'époque précisent qu'il était passé à la vitesse terrifiante de 20 miles à l'heure devant des piétons, c'est-à-dire 30 km/h, la limitation de vitesse devant nos écoles. Donc il a un accident assez grave, il a des insuffisances respiratoires, et on lui conseille bien entendu de passer son hiver humide anglais en Égypte, dans un climat particulièrement salubre. Là, parmi ses compatriotes, il s'ennuie et donc, comme tout le monde, il fait de l'archéologie. Rudyard Kipling, à propos de la vie de l'archéologue de terrain, écrira exactement à la même époque. Elle associe un travail d'érudition à la fièvre du chercheur d'or. Et donc, Carnarvon se laisse piquer par ce goût, par ce virus de l'archéologie égyptienne, mais très vite, il se rend compte qu'il a besoin d'un expert et il demande à Maspero de lui confier le nom d'un expert. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Howard Carter. Alors, dans l'Angleterre de l'époque, l'Angleterre édouardienne, c'est un petit clin d'œil à Amicalement Vôtre pour ceux qui connaîtraient encore cette ancienne série, tout sépare en fait ces deux jeunes hommes qui grandissent chacun de part et d'autre d'une frontière qui divise la société britannique entre l'élite qui emploie ces gens et ceux qui travaillent pour cette élite. Et Carter fait clairement partie de cette seconde catégorie. Malgré cela, et même si Carter va essayer de se donner un air d'aristocrate pour suivre son mécène, eh bien, ils vont évoluer ensemble, et Lady Burkler, que j'évoquais tout à l'heure, la sœur de Lord Carnarvon, écrira plus tard « En Carter, mon frère trouva non seulement un expert avisé, un archéologue doué d'imagination, et comme il le disait, un excellent artiste, mais en outre un véritable ami. Cette amitié va fonctionner malgré les clivages sociaux de caste de l'Angleterre édouardienne. » Et ils commencent à faire des fouilles ensemble, même si, dès la première rencontre, Carter parle de son projet Toutankhamon à Carnarvon, mais ils ne peuvent pas aller fouiller dans la vallée des rois parce qu'elle est déjà occupée par Theodore Davis, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ils vont voguer de site en site, de succès en succès. Alors vous voyez ici Lord Carnarvon qui inspecte les fouilles avec son petit chien. Et puis, dans la pratique, évidemment, c'est Howard Carter qui fait le travail de l'archéologue, l'interprétation des sites et des résultats. Mais tous deux, comme ce gardien égyptien, maintiennent leurs yeux rivés sur la vallée des rois. Ils attendent, non sans impatience, que Theodore Davis finisse par abandonner sa concession. Alors Theodore Davis, dès 1912, va dire ce qu'il appelle la vallée des tombes est épuisée, et en 1915, il abandonne la concession sur laquelle se ruent enfin Howard Carter et Lord Carnarvon. Alors Carter a un plan, je vous le disais tout à l'heure, c'est un archéologue improbable qui a appris sur le terrain, qui n'est pas allé à l'université, parce que l'archéologie à cette époque, l'archéologie académique est un sport réservé à l'élite, à la noblesse et aux riches, dont ne fait pas partie Howard Carter, mais il a rassemblé toute une série d'indices qui lui permettent d'agir méthodiquement. En effet, durant l'hiver 1905-1906, les fouilles de Davis ont mis en évidence une petite coupe de faïence retrouvée sous un rocher qui évoque le nom de Toutankhamon. Moins de 2 ans plus tard, l'archéologue qui travaillait pour Davis, Edward Ayrton, trouve à 150 mètres de là une cache d'embaumeur où le nom de Toutankhamon est à nouveau présent. En 1907, cette même équipe découvre la tombe 55 de la vallée des rois, qui n'est autre que la dernière demeure du pharaon Akhénaton, le père de Toutankhamon. Et 2 ans plus tôt, ils avaient mis la main sur la tombe des grands-parents maternels d'Akhénaton. On est donc dans un secteur qui est concerné par l'époque qui intéresse Howard Carter. Et enfin, en 1908, on trouve juste à côté, à nouveau, la tombe du second successeur de Toutankhamon. Alors il existe, à l'époque, on a la liste des rois, évidemment, il existe 3 pharaons dont on n'a pas retrouvé la tombe, Ramsès VIII, le prédécesseur immédiat de Toutankhamon, et Toutankhamon. Et Toutankhamon est le seul dont on ait des traces matérielles de la présence dans la vallée des rois. Et donc Howard Carter, contre l'avis de tous, se persuade que la tombe se trouve dans les environs. Il détermine donc un périmètre de fouille qui correspond à la zone où on se fait enterrer à la fin de la XVIIIe dynastie, l'époque de Toutankhamon, dans la vallée des rois. Et comme pour contredire Indiana Jones, qui viendra bien plus tard, un X marque bel et bien l'emplacement où il faut creuser, puisque exactement au milieu de ce carré se trouve la tombe de Toutankhamon. Il faudra quand même quelques années à Carter pour la trouver, il va faire un quadrillage et il va fouiller un petit peu dans différents endroits.
Et vous connaissez sans doute l'histoire. En 1922, Lord Carnarvon commence à se lasser de payer ses fouilles qui ne rapportent pas la tombe présumée. Et donc, il décide de ne pas aller en Égypte. Et finalement, suite à une négociation, Carter obtient les financements pour commencer les fouilles. Et au 3e jour des fouilles, c'est souvent comme ça, il découvre, le 4 novembre 1922, les premières marches qui conduisent à la tombe. Bien sûr, il téléxe à Lord Carnarvon, qui est présent. Et le 26 novembre, ensemble, avec la fille de Carnarvon, ils vont procéder à l'ouverture de l'antichambre de la tombe. Alors, la tombe de Toutankhamon se trouve ici, je crois que vous voyez ma souris, juste en contrebas de la tombe numéro 9 de la vallée des rois, de Ramsès V et VI. J'y reviendrai dans un instant. Alors on connaît l'histoire, puisqu'elle a été relatée à diverses reprises. Donc Howard Carter, une fois qu'il a dégagé le couloir d'entrée, va percer un petit trou à hauteur de visage humain sur la gauche dans la porte qui le sépare de l'antichambre. Il sait que la tombe a été pillée et il a peur qu'il n'y ait plus rien derrière. Et donc il raconte, au début, je ne vis rien, la flamme de ma bougie vacillait sous l'effet d'un souffle d'air chaud provenant de la chambre. Mais peu après, tandis que ma vue s'habituait à la lumière, des détails se détachèrent lentement du brouillard, d'étranges animaux, des statues et l'or, partout le lustre de l'or. C'est évidemment une découverte absolument retentissante qui suscite tous les éloges de la presse immédiatement. Donc je passe à mon point 2, une découverte sans précédent. Cette découverte, elle va susciter l'intérêt de l'ensemble de la planète. C'est ainsi que les têtes couronnées et les membres de l'élite sociale de l'ensemble de la planète veulent venir voir la tombe de Toutankhamon, et notamment la reine des Belges, la reine Elisabeth, la reine de culture de l'histoire de la Belgique, qui dès 1923 va tout de suite dans les pattes de Howard Carter et Lord Carnarvon, parce qu'elle les a un petit peu gênés quand même, pour assister à cette découverte. Dès 1923, donc la découverte date de novembre 1922, dès 1923, il y a une vague de ce qu'on a appelé une toute mania qui embrase littéralement l'ensemble de la planète. Et vous voyez qu'on commence à utiliser toutes ces images que je vous montre datent de 1923, le mythe de Toutankhamon pour illustrer des romans, des publicités ou même des chansons ou des musiques de danse, comme vous voyez sur la droite, où on imagine, on n'a pas encore été en contact avec le cadavre de Toutankhamon, que c'était un vieillard qui régnait sur le trône d'Égypte. Vous savez sans doute que c'est un enfant roi, mais bon, on l'imaginait, c'est assez amusant de voir en 1923 comme un old nut. Et très vite, Toutankhamon va être utilisé comme un argument de vente pour absolument tout et n'importe quoi. Bien sûr, des ustensiles de mode, mais aussi, comme vous le voyez ici, des laxatifs, des fruits, du tabac, et cette toute mania continue encore jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez en haut à droite un disque du groupe de rock texan ZZ Top à l'effigie du fameux masque de Toutankhamon. Donc Toutankhamon a littéralement embrasé en fait l'intérêt du monde moderne jusqu'à notre époque pendant tout un siècle. Alors, cette médiatisation de la découverte, elle est justifiée par l'importance de la découverte, mais aussi parce qu'elle va être orchestrée par Lord Carnarvon. Lord Carnarvon est conscient qu'il a mis la main sur une sorte de mine d'or et qu'il faut rentabiliser ses investissements par la médiatisation de cette découverte. Donc il va orchestrer en fait la photographie, la mise en image de cette découverte, et notamment aussi il va vendre les droits exclusifs du suivi médiatique de sa découverte au Times de Londres, ce qui va évidemment frustrer toute la presse internationale et en particulier la presse égyptienne, puisqu'on est à une époque où l'Égypte commence à se débarrasser, en fait, essaye de se débarrasser du protectorat britannique. C'est une découverte majeure faite par des Britanniques et il leur assure en plus l'affront de garder le suivi médiatique exclusif à un journal britannique. Et donc tous les autres journaux ne peuvent publier des photos que le lendemain des parutions du Times de Londres. Alors, Harry Burton, qui est un archéologue américain du Metropolitan Museum of Art, va être adjoint à l'équipe de Howard Carter et Lord Carnarvon et va apprendre à faire des photographies professionnelles pour pouvoir suivre en fait ça et faire ça, cette médiatisation de façon tout à fait professionnelle. Et vous voyez par exemple sur la photographie que vous avez à gauche de l'écran que Carter et Carnarvon posent pour la photo. Tout ça est orchestré. On a même ici une scène avec les collaborateurs égyptiens qui tiennent leurs outils, faisant semblant de travailler pour qu'on voit qui est menuisier, qui est scieur, pour une photo qui est complètement composée, évidemment.
Et Harry Burton recevra même une formation à Hollywood pour pouvoir réaliser un petit film, et on lui apprend à Hollywood comment faire un film attractif, catchy, dirait-on en anglais, à propos de cette découverte. Donc c'est une orchestration tout à fait consciente et évidemment un but lucratif de cette découverte. À cela s'ajoute le fait que Lord Carnarvon, qui est de santé notoirement fragile, va être épuisé par toute cette agitation. Et comme vous le savez sans doute, dès le printemps 1923, le 5 avril 1923, vous avez son certificat de décès ici, il va décéder en fait d'une septicémie suite à une coupure de rasoir et va disparaître, ce qui va laisser Carter dans l'embarras parce que Lord Carnarvon était un fin négociateur en tant que membre de la haute société britannique, ce que n'est pas Howard Carter, qui est en plus un personnage têtu. Et donc il va se retrouver pris dans un embroglio d'ordre politique entre les nationalistes égyptiens qui revendiquent leur autonomie par rapport au protectorat britannique, et je vous rappelle qu'on est sur une fouille britannique, et puis aussi les intérêts scientifiques de l'égyptologie qui sont défendus par Pierre Lacaux, que vous voyez avec sa grande barbe blanche ici au milieu de l'écran, juste devant Howard Carter, qui est surnommé Dieu le Père à l'époque par ses contemporains, qui vous situent sur l'ampleur du pouvoir de ce personnage. Et donc ça va se passer assez mal. Howard Carter va finir par se retrouver exclu de sa propre découverte, et il va finir, c'est un peu grandeur et décadence, il va finir ses travaux en 1932, il décède en 1939, mais il finit dans la déchéance. En fait, il finit rejeté par toute sa communauté scientifique de laquelle il n'était pas issu d'ailleurs, et il sera enterré au Putney Vale Cemetery de Londres, pratiquement dans la déchéance et démuni. Alors cet archéologue tout à fait improbable a fini donc dans une certaine déchéance, même s'il incarne la figure de l'archéologue par excellence dans l'imaginaire collectif, peut-être aux côtés d'Indiana Jones que je citais tout à l'heure. La découverte qu'il a effectuée est une découverte qui a assurément révolutionné, on l'évoquait tout à l'heure, l'égyptologie, je vais y revenir dans la suite de mon exposé, qui va lui donner une impulsion sans précédent, mais aussi apporter une quantité d'informations historiques de tous ordres sans équivalent. Alors bien sûr, il y a la bijouterie et l'or qui fascinent, et c'est ça qui reste dans les yeux du grand public, mais il n'y a pas que l'or. Il n'y a pas que l'or, il y a aussi l'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des objets en argent dans le trésor de Toutankhamon, et à l'époque, ils sont moins nombreux parce que l'argent est plus rare, et donc, en tout cas en Égypte, a plus de valeur pratiquement que l'or. Et d'ailleurs, vous en aurez un petit témoignage dans l'exposition qui sera ouverte demain, avec 2 petits lingots d'une collection locale qui ont été récemment publiés par le professeur Michel Valogia, qui datent de l'époque de Toutankhamon, proviennent sans doute pas de sa tombe, mais qui datent de l'époque de Toutankhamon, qui sont estampillés au nom de Toutankhamon, et qui sont des petits lingots d'argent, et qui sont des tout petits objets que vous pourrez découvrir très bientôt, très prochainement ici à Genève. Mais surtout, il y a toutes les autres informations d'ordre historique. Je n'en cite que 2 ici. Par exemple, la tombe de Toutankhamon, c'est la première collection florale de l'Égypte ancienne en contexte. Elle a permis de révolutionner notre connaissance du traitement des fleurs, de la réalisation de ces colliers magnifiques qu'on arborait lors des fêtes égyptiennes. C'est aussi la première collection d'éléments alimentaires comme le vin ou des fruits qui sont retrouvés séchés dans la tombe de Toutankhamon, et ça a permis d'étudier, d'impulser de nouvelles études dans l'approche de l'alimentation dans l'Égypte ancienne, et notamment de se rendre compte que les Égyptiens avaient déjà des vins de garde comme nous le pratiquons à l'heure actuelle. Mais je reviens au masque, puisque je me suis engagé à vous parler de l'homme derrière ce masque. Et pour essayer de vous parler de l'homme derrière ce masque, j'ai décidé d'intituler mon point numéro 3 « Vie et mort d'un pharaon ». Vous savez sans doute que dans l'Égypte ancienne, en fait, l'égyptologie travaille avec des sources qui traduisent avant tout l'idéologie. Donc on connaît très bien le rôle officiel, idéal de Pharaon, mais l'individu qui exerce la fonction nous échappe presque toujours, parce qu'il s'efface derrière le mythe de la royauté. Toutankhamon fait un peu figure d'exception, un peu, vous allez le voir, grâce à la découverte de sa tombe. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce fameux Toutankhamon, un pharaon longtemps et volontairement oublié, qui est maintenant le plus célèbre? Tout d'abord, on sait que ce n'est pas son nom d'origine. Il s'appelait au départ Toutankhaton,
un nom lié à la réforme religieuse ou théocratique de son père, un nom qui signifie probablement conforme au complet de vie, et le dieu Aton, c'est-à-dire un nom lié à l'idéologie de ce dieu Aton. D'ailleurs, sa momie a été retrouvée avec une couverture sur son crâne, une petite résille que vous voyez ici, qui, selon l'hypothèse de Margabold, a été adaptée, donc elle était beaucoup plus petite, on l'a élargie, et c'est probablement son bonnet de naissance, comme on pratique encore, ou on pratiquait cela au siècle dernier, sur lesquels on a les noms dogmatiques du dieu Aton, le dieu d'Akhenaton. Toutankhamon, on le sait, je vais y venir dans un instant, est le fils en fait d'Akhenaton, et même le fils de Néfertiti. Je vais vous expliquer pourquoi on le pense à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il est né pendant cette période très particulière de l'histoire égyptienne, où un pharaon a décidé d'implanter sa résidence principale sur un autre site et de s'adonner au culte d'un dieu exclusif, pas parce que c'est un monothéiste comme on a souvent voulu le croire, en projetant nos propres monothéismes, mais surtout parce qu'il veut faire une réforme théocratique, c'est-à-dire une réforme du système divin qui justifie sa royauté. Et il présente un nouveau Dieu dont il est le seul intermédiaire, dont il est le seul prophète. C'est surtout ça la révolution de l'atonisme. Donc c'est une réforme très très importante pour l'Égypte, où l'élite va suivre Pharaon dans cette espèce de petit délire monolâtre, mais malheureusement l'épisode va se finir assez mal, comme vous allez le voir dans un instant. Alors, dans les vestiges archéologiques de cette ville, on a quelques traces de l'existence d'un prince. Vous avez un relief à droite. On a une mention d'un fils du roi de son corps appelé Toutankhaton. Donc c'est assez facile d'identifier le père de ce prince, qui d'ailleurs va monter sur le trône très très jeune, et on a une légitimité au trône quand on est si jeune que si ça vous vient du sang, c'est-à-dire que vous êtes d'une ascendance royale. Et par ailleurs, dans la tombe royale d'Amarna, on a une scène avec une nourrice qui allaite un enfant, et cet enfant est accompagné d'un panneau protocolaire qui nous dit qui il est. Alors ce panneau protocolaire, vous voyez, il est complété en pointillé parce qu'il a disparu. Je vais vous montrer une photo dans un instant. Vous allez voir que le relief a été très abîmé par le temps et les hommes. Mais ce qui reste nous montre qu'il s'agit d'un personnage masculin qui est enfanté par la reine Néfertiti et dont le nom comporte l'élément tout. L'équation est évidemment facile à résoudre. Alors cet enfant, et voilà le relief et les dessins qu'on peut en produire grâce aux anciennes archives, heureusement. Cette scène, elle apparaît dans une scène qui nous ramène tout de suite à l'histoire de la petite enfance de Toutankhamon. On peut calculer qu'il est né vers l'an 12 du règne de son père, et c'est le moment où les choses commencent à péricliter sous le règne d'Akhenaton. C'est le moment où ça commence à mal se passer. Et il y a une épidémie en fait, de peste qui sévit en Égypte et qui va tuer une grande quantité de la population jusque dans la famille royale. Et donc dans sa toute petite enfance, Toutankhaton, à l'époque il s'appelle Toutankhaton, va perdre 4 de ses 6 sœurs. Et ici on est dans une scène de deuil où vous voyez le petit prince qui est porté par sa nourrice qui est encore un bébé. Dans une autre scène de deuil liée au décès d'une autre princesse, on retrouve à nouveau cette nourrice avec le petit bébé dans les bras. Alors j'ai anticipé sur mon propos. On le sait, à Amarna, on a découvert un cimetière des pauvres et on peut étudier en fait les courbes de mortalité et on voit que les gens décèdent majoritairement entre 5 et 20 ans. Alors on sort d'une période de pandémie. Vous savez que c'est le moment où on a un système immunitaire le plus avancé, c'est le moment où on meurt le moins et c'est précisément l'âge auquel meurent la plupart des gens qui habitent à Amarna. Et par la convergence de sources archéologiques et de sources textuelles, on sait en fait que la peste sévit à Amarna. Et on a même retrouvé des vestiges de puces du rat indien, on sait les identifier entomologiquement, qui sont le vecteur de la peste. Et le Proche-Orient, à l'époque, est ravagé par une épidémie de peste qui va laisser un souvenir terrible, exactement comme les grandes pestes noires du Moyen-Âge sous nos latitudes. Donc la peste, à l'époque, elle est perçue, on le sait par différents textes, comme une maladie qui frappe les gens qui se sont mal conduits vis-à-vis des dieux. Donc les Égyptiens vont lire en fait cet événement comme une punition divine, d'autant plus qu'elle frappe la famille royale. À cela s'ajoute qu'à la fin du règne d'Akhénaton, on a un incident de frontière dans le nord des propriétés égyptiennes, c'est-à-dire dans la Syrie actuelle, autour du site
bien connu de Kadesh, où les Égyptiens vont beaucoup se battre parce que c'est un site stratégique. On connaît ces événements grâce à la correspondance diplomatique cunéiforme de l'époque. Et donc, la ville de Kadesh va basculer dans l'escarcelle des Hittites, le royaume du Hatti que vous avez dans la Turquie actuelle, qui est l'ennemi potentiel des Égyptiens. Donc les Égyptiens perdent un territoire assez important stratégiquement. Ils envoient un corps expéditionnaire pour reprendre ce territoire. Ça fait 100 ans que les Égyptiens ne se sont plus battus et qu'ils n'ont jamais plus été défaits. Et là, l'expédition est sans doute mal organisée. C'est une défaite. Les Égyptiens perdent la bataille et c'est précisément le moment où Akhénaton décède. Donc Akhénaton laisse le trône libre pour son successeur à un moment de crise politique et diplomatique extrêmement tendue. Alors on sait par les sources de l'époque qu'un mariage diplomatique va être envisagé, va être proposé par une reine d'Égypte, qui est sans doute la fille aînée d'Akhénaton et Néfertiti, fait partie des 3 seuls enfants qui ont survécu dans cette famille royale. Un mariage diplomatique avec un prince hittite est envisagé par Méritaton avec ce prince qui s'appelle Zananza. On a même le détail des négociations et on sait qu'un émissaire du roi hittite vient à Amarna pour inspecter, pour être sûr qu'il n'y a pas de prince héritier. Il y en a un, vous le savez, puisque c'est Toutankhamon. Que devient Toutankhamon? Je vais venir dans un instant. Malheureusement, ou heureusement pour l'Égypte, ce mariage diplomatique n'est jamais conclu, n'aboutira jamais, puisque le prince Zananza, par chance pour les Égyptiens, mais je suis égyptologue donc je suis du côté des Égyptiens, décède sur le chemin de l'Égypte. Les Hittites accusent les Égyptiens de l'avoir assassiné, les Égyptiens disent « non, il est mort sur le chemin, on n'y peut rien ». En attendant, ils ont pu renforcer leur position et l'incident diplomatique est en quelque sorte clos. Ils ont pu empêcher l'invasion hittite par le nord. Que devient notre prince Toutankhamon dans cette intrigue politique? En fait, on le sait. Toutankhamon, il a une nourrice qui était anonyme ici, et il y a quelques décennies, Alain Pierre Zivy, un collègue du CNRS français, a découvert sa tombe dans la nécropole du Boubasteyon à Saqqara, où vous voyez cette même nourrice avec sa coiffure typique des nourrices qui tient son rejeton, en fait, la pupille dont elle a la charge, qui est fictionnellement couronné puisqu'il va devenir le roi Toutankhamon. Cette dame s'appelle Maya. Par ailleurs, on connaît l'un des précepteurs, ou le précepteur principal du jeune roi. Je situe ici sur une carte d'Égypte le site d'Amarna, et nous allons aller quelques dizaines de kilomètres plus au sud, dans la région d'Akhmim, d'où provient la famille maternelle de Toutankhamon. Et c'est là qu'une mission australienne a découvert la tombe du précepteur de Toutankhamon, qui nous laisse penser qu'en fait Toutankhamon a été parqué en province, là où, dans le fief d'origine de sa famille maternelle, lorsqu'on avait ces négociations avec les Hittites. Qui a géré cette mise à l'écart de Toutankhamon? Eh bien, on le sait aussi. En fait, ce sont ces deux sœurs qui sont les 2 seules qui ont survécu à cette épidémie de peste qui a frappé toute la famille royale. C'est Méritaton et Ankhesenpaaton, la future épouse de Toutankhamon. Donc, vous avez 2 sœurs qui complotent contre leur petit frère qui a 5 ans pour le mettre à l'écart. C'est une trajectoire assez dramatique, évidemment, comme début de vie. Méritaton, dont vous avez ici une des rares représentations, va cependant décéder assez rapidement après 3 années de règne. Elle entame un retour à l'ancien système polythéiste, mais n'en sera jamais créditée parce que c'est le premier acte du règne et l'acte le plus important du règne de Toutankhamon. Il va promulguer un édit de retour aux anciens cultes pour se concilier à nouveau les anciens dieux de l'Égypte qui semblaient s'être détournés du territoire sacré de l'Égypte. Et donc Toutankhamon va préciser dans ce décret que la couronne finance le retour à l'ancien système polythéiste, la refonte des statues, la réalisation de nouvelles barques processionnelles pour les dieux, remet les choses en état comme les Égyptiens aiment à l'entendre dans l'Antiquité, et sans doute aujourd'hui aussi. Alors le pauvre enfant roi Toutankhamon qui monte sur le trône vers l'âge de 8-9 ans, eh bien en fait il est dans l'ombre évidemment en filigrane, je l'ai mis en noir et blanc exprès, de son père qu'il a à peine connu. Il a 8 ans, son père est mort quand il avait à peine 5 ans, qu'il doit renier. Il ne peut plus faire référence à ce roi qui est très vite perçu comme un mauvais roi qui a mal agi par rapport à son mandat politique de maintien de l'ordre cosmique. Et il va devoir politiquement se reconnecter avec son dernier ancêtre propre dans l'histoire dynastique, c'est-à-dire Amenhotep III, un grand-père qu'il n'a assurément jamais rencontré.
Donc c'est aussi assez dramatique. Par ailleurs, un roi de 8-9 ans, je ne sais pas si pour la plupart vous avez des enfants, moi j'ai des enfants qui ont eu 8-9 ans, on imagine bien qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions politiques, il est piloté par des gens plus âgés qui assurent l'élite, évidemment, de l'Égypte ancienne. Et parmi cette élite, on a deux personnages particulièrement proéminents. D'un côté, à gauche, Haï, qui est le premier personnage, le premier courtisan sous le règne d'Akhénaton, qui est probablement le père de la reine Néfertiti, donc le grand-père maternel de Toutankhamon. Et d'autre part, le général Horemheb, qui a été étudié par Robert Harry, ancien professeur à l'Université de Genève, qui est un général qui va finir par prendre le pouvoir, puisque tous les deux, en fait, Haï sera celui qui enterre Toutankhamon en tant que roi, puis 3 ans plus tard, Horemheb va devenir lui aussi pharaon. Alors il est très singulier, je le disais tout à l'heure, que les deux hommes forts du régime ne prennent pas le pouvoir tout de suite, ils le cèdent à un enfant qui n'a en réalité aucun pouvoir en tant que tel, mais c'est parce que cet enfant a ce qu'on appellerait du sang bleu dans les veines, il est le fils du couple royal précédent. Cet enfant, on va en outre le marier, on le sait, à sa sœur, c'est-à-dire l'une des deux sœurs qui ont comploté contre lui. Ça ne va pas être un mariage très très heureux, évidemment. Et c'est là aussi qu'il faut faire intervenir les récentes analyses réalisées en 2010, publiées en 2010, sous l'égide de l'ancien ministre des Antiquités, Zahi Hawass, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, en plus de cette importante découverte, des analyses génétiques autour de la momie de Toutankhamon. Et ces analyses génétiques, elles ont révélé en fait qu'on peut reconstituer, on peut identifier les momies de l'arbre généalogique de cette famille. Et on constate surtout qu'il y a une densité génétique absolument anormale dans cette famille. Donc vous avez un code couleur avec les couleurs, si vous voulez, qui se reportent d'un individu à l'autre. Et on constate que vous avez des recouvrements génétiques qui sont réguliers, qui ne font que se renforcer avec le temps, comme si on se mariait dans une même famille, alors que normalement les cartes génétiques sont rebattues à 50% à chaque génération, puisque le père et la mère, par définition, n'ont en principe pas le même bagage génétique. Alors, je vous passe le détail de l'analyse technique. Ce que ceci révèle, c'est que les reines ont eu une véritable stratégie matrimoniale pour marier leurs fils. C'est-à-dire que sur 3 générations, vous avez des rois qui montent sur le trône, qui sont encore des enfants, qui n'ont pas pris épouse, et c'est chaque fois la reine-mère qui va assurer leur mariage. Et donc, la reine Moutemouia, lorsque son époux Toutmoses IV décède, elle a son jeune fils Amenhotep III, et elle doit lui choisir une épouse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller choisir une épouse dans sa propre famille d'origine pour resserrer les liens entre sa famille nobiliaire d'origine qui vient d'Akhmim et la famille régnante. La reine Tini va faire exactement pareil avec le futur Akhénaton, qui s'appelle Amenhotep, futur Amenhotep IV à l'époque. Elle va aller chercher quelqu'un dans sa famille d'origine, en la personne de Néfertiti, qui vient aussi de cette coterie, de cette famille nobiliaire d'Akhmim. Et ainsi, vous allez avoir un resserrement de la densité génétique en fait, de cette famille, à tel point que Néfertiti et Akhénaton, dont on peut identifier les momies, se révèlent être cousins germains par leur père comme par leur mère. Et quand vous êtes cousins germains par votre père comme par votre mère, ça veut dire que vous avez les mêmes grands-parents, donc vous avez un bagage génétique comparable à celui d'un frère et d'une sœur. Et donc Toutankhamon, il pâtit encore de cette même histoire, puisque lui, on va le marier avec sa propre sœur. Alors, Toutankhamon, il va être retrouvé dans sa tombe avec 2 fœtus mort-nés, 2 fœtus de petites filles, morts à l'âge de 6 et 9 mois. Et l'analyse génétique, le génome n'est pas complet pour ces 2 fœtus, elles sont en très mauvais état, il faut bien le reconnaître, montre qu'elles ne peuvent pas être les filles d'Ankhesenpaaton, la sœur utérine de Toutankhamon, c'est-à-dire que Toutankhamon avait, comme tous les pharaons de l'époque, un harem, et qu'avec des femmes de ce harem, non identifiables, il a essayé d'avoir une descendance, il n'a eu que 2 filles qui ne lui ont pas survécu puisqu'elles sont mortes avant le terme de la grossesse. Donc à nouveau un destin extrêmement dramatique. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce qu'on connaît du règne de Toutankhamon, de ses actes en tant que roi? À part l'acte principal du règne, qui est la restauration des anciens cultes traditionnels aux frais de la couronne, je le disais tout à l'heure, on sait en définitive peu de choses sur la vie même de l'individu Toutankhamon. On a quelques objets de la tombe qui se rapportent pourtant à sa vie et même à son enfance. Parmi les coffres, un certain nombre d'entre eux, comme ce coffre au musée égyptien du Caire, sont annotés d'une inscription en écriture hiératique, en écriture cursive égyptienne, qui nous précise qu'il s'agit d'objets qui appartenaient au roi lorsqu'il était dauphin, prince encore à couronner. Et ici, ce sont des objets de toilette auxquels il est fait référence.
Autre objet anecdotique qui ne nous apporte pas grand-chose sur un plan historique, évidemment, les cannes du roi. Parmi les cannes du roi, on en a une qui est un roseau, qui a été décoré d'une bague en or, vous le voyez, et d'une inscription hiéroglyphique qui nous précise que ce roseau a été coupé par Sa Majesté en personne lorsqu'il est allé inspecter le champ des archers, des facteurs de flèches, plus exactement, dans la région de Djapour, qui est dans le nord de l'Égypte. C'est très émouvant, on sait que Toutankhamon a touché cet objet, mais ça ne nous apprend pas grand-chose sur l'individu ou sur son règne, évidemment. Alors ces cannes, elles ont fait couler pas mal d'encre, vous le savez sans doute, et on a imaginé, quelque chose qui circule sur l'Internet, que Toutankhamon était un être difforme, absolument hideux. Vous avez ici une représentation complètement handicapée, qui avait besoin de ces cannes pour marcher. Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que si on compare cette reconstitution virtuelle, qui est une projection d'artiste, avec le cadavre, le squelette de Toutankhamon, vous voyez que sur un plan osseux, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. C'est une projection, ce qui est un fantasme de plus à propos de Toutankhamon. Par ailleurs, dans l'Égypte ancienne comme dans l'Égypte contemporaine, le bâton est un signe de dignité. Les chefs des ouvriers, les raïs, ont toujours en fait un bâton, et Pharaon est très régulièrement avec des bâtons. C'est un signe de sa qualité de chef et pas nécessairement un signe de son handicap. Quelle était l'apparence de Toutankhamon? Vous savez aussi, si vous surfez un petit peu sur l'Internet à propos de cet homme derrière le masque, qu'il existe plusieurs reconstitutions en fait, du visage de Toutankhamon qui sont très différentes. Et on constate que selon l'origine ethnique des réalisateurs de ces reconstitutions, il y a des colorations différentes. Donc, par exemple, celle qui est au milieu a été réalisée par des Français. Il a un air étonnamment caucasien. C'est possible en Égypte, mais statistiquement, c'est peut-être pas ce qui est le plus probable. Surtout, ce qui me paraît intéressant, c'est que lorsqu'on compare le crâne du roi avec ses reconstitutions et les œuvres d'art qui le représentent, on voit qu'il y a une influence majeure des œuvres d'art qui est la source d'inspiration principale pour ces reconstitutions, bien plus que le crâne lui-même. Donc ce sont des projections d'artistes. Et quand on compare le crâne de Toutankhamon avec son portrait officiel, on constate qu'il y a une compatibilité. L'image que l'on a de Toutankhamon à travers son masque, où ces différentes représentations nous montrent effectivement un visage d'un roi adolescent, c'est compatible, mais vous voyez que la forme du visage n'était pas la même, et notamment le visage véritable du roi, pris sous le même angle, était beaucoup plus long. Et c'est systématique pour tous les portraits royaux de la XVIIIe dynastie d'ailleurs, puisque c'est un de mes centres d'intérêt en tant qu'historien de l'art. Et il faut s'y résigner. En définitive, le véritable visage de Toutankhamon nous échappe largement. On n'a plus que cette version desséchée de sa momie. Mais il est sans doute plus intéressant, en tout cas aux yeux de l'historien que je suis, en tout cas j'en fais partie de ceux qui considèrent ça plus intéressant, de connaître le visage que ce roi voulait donner de sa royauté en se faisant virtuellement ressembler plutôt à tel ou tel ancêtre que de savoir si le roi avait une verrue sur la joue gauche ou sur la joue droite. C'est juste de l'anecdotisme qui répond à notre besoin de voyeurisme, et on a vu combien il est important avec l'enterrement de la reine Élisabeth d'Angleterre il y a quelques jours. C'est pas ça qui compte évidemment aux yeux de l'historien, c'est beaucoup plus intéressant de voir le visage que ces pharaons veulent projeter de leur royauté. Alors, vie et mort du pharaon, comme vous le savez, il décède très tôt, après 9 années de règne, ou durant l'an 9 de son règne, assurément sans avoir atteint les 20 ans, peut-être en ayant atteint maximum 18 ans. C'est un décès inopiné, et tout montre qu'on ne s'attendait pas à ce décès. Si on observe les tombes royales de l'époque, ici la tombe de son grand-père Amenhotep III à gauche, la tombe de son successeur direct Haï à droite, vous voyez que ce sont des tombes assez conséquentes. La tombe de Toutankhamon, qui est à la même échelle ici à l'écran, est ridiculement petite. En plus, la typologie ne correspond pas à la typologie des tombes royales. Elle correspond aux tombes de particuliers qu'on trouve dans la vallée des rois. En effet, le nom de la vallée des rois, Biban el-Molouk en arabe, est un nom trompeur parce que ce cimetière royal ne contient pas que des tombes de pharaons, il contient aussi des tombes des gens de l'entourage de pharaons. Et d'ailleurs, Suzanne Bickel, qui sera invitée prochainement à vous parler de ses fouilles dans la vallée des rois, a fait des découvertes très intéressantes à ce propos, des découvertes suisses. Alors, la tombe de Toutankhamon, c'est une tombe manifestement de particuliers qui a été aménagée à la va-vite pour accueillir la dépouille du souverain. Vous avez ici le plan d'une tombe type et on a des descriptions textuelles qui nous permettent de savoir quelle est la typologie fonctionnelle de cette tombe, à quoi servent chaque élément. Et voilà la tombe de Toutankhamon. Il y a donc une salle dite du char, et dans l'antichambre de la tombe de Toutankhamon, qu'est-ce qu'on a trouvé principalement, de façon impressionnante, des chars. Ensuite, vous avez la maison ou la place de l'or où le roi réside.
Et comme par hasard, si vous regardez la chambre sépulcrale de Pharaon, elle est peinte en jaune, la couleur conventionnelle de l'or, et vous avez ces chapelles en bois doré. C'est clairement le lieu sépulcral type de Pharaon. Et toujours, ce lieu sépulcral est accompagné d'une annexe dans laquelle on mettait un dispositif pour les viscères du Pharaon, qui a également été creusé dans la tombe de Toutankhamon. Force est donc de constater que la tombe de Toutankhamon, c'est une tombe de particulier adaptée à minima pour accueillir la dépouille d'un roi. Alors on sait qui a fait cela puisque c'est une scène absolument unique dans toute l'histoire de l'art égyptien. Celui qui a enterré Toutankhamon, c'est le roi Haï qui s'est fait représenter en train d'enterrer, d'assurer les derniers rites sur la momie de son prédécesseur, probablement assurant lui-même ainsi sa légitimité. Et quand on regarde la tombe de Haï, c'est une tombe beaucoup plus longue alors qu'il n'a régné que 3 ans, qui est en plus proche de la tombe d'Amenhotep III. Il y a beaucoup de chances, même si c'est improuvable, qu'en fait Haï ait switché les 2 tombes, il ait repris le projet initial de Toutankhamon et ait enterré Toutankhamon dans la tombe qu'il se destinait à l'origine. La momie de Toutankhamon, elle est particulière aussi parce qu'elle a fait l'objet d'une momification assez zélée, avec des pratiques qui semblent assimiler très explicitement Osiris, plus que d'habitude, et qui a entraîné une véritable combustion chimique de la momie, qui est brûlée chimiquement, vous voyez ici avec son visage ou ses pieds, et il semblerait que les Égyptiens aient vécu en fait le décès du roi après toutes les affres que l'Égypte a dû traverser comme un deuil national, un drame en fait pour toute la nation. En plus, le roi qui a restauré l'ordre vient à mourir si jeune. Par ailleurs, pour son trousseau funéraire, il est maintenant bien établi par des recherches récentes que l'essentiel de son mobilier funéraire intime, celui qui est en contact direct avec la momie du roi, est usurpé à sa sœur, Méritatone, qui avait régné sous le nom de pharaon Néfer-Néferuaton. Enfin, la tombe a été pillée. Carter en était parfaitement conscient. Vous avez ici des photographies de Carter qui avaient parfaitement relevé qu'il y avait des reprises de maçonnerie dans le mur de fermeture du couloir d'entrée. Dans le couloir d'entrée, il constate aussi qu'il y a 2 remplissages avec des gravats de tailles différentes qui correspondent sans doute à 2 époques différentes. Et avec son âme de détective, il avait relevé tous les indices de ce pillage, avec des traces de pas, mais aussi ce qu'on appelle un chèche, un foulard avec des bagues qui étaient retrouvées dans le couloir, qui laissent penser que ces pillards, au moins certains d'entre eux, ont été pris la main dans le sac, donc ils ont dû souffrir une punition assez dramatique. Et on constate aussi qu'ils ont volé les onguents, en plus de la bijouterie, ils ont volé des onguents, donc cette tombe n'est pas intacte, une partie de la bijouterie a disparu. Ils ont volé des produits cosmétiques qui sont faits à base de produits animaux, c'est-à-dire des produits qui rancissent, qui périment avec le temps. Et ça, c'est un indice très intéressant parce que ça montre que le pillage a été fait très rapidement, sinon il n'y avait pas d'intérêt à voler ces produits. Toutankhamon, son souvenir va être assuré dans un premier temps par Haï, qui est son successeur et peut-être son grand-père maternel. Il va lui construire un monument à sa mémoire. Et vous voyez dans les inscriptions de ce monument que le nom d'un des 2 personnages, en l'occurrence celui d'Haï, a été soigneusement effacé. C'est le successeur d'Haï qui a voulu usurper l'hommage à Toutankhamon. Ce successeur, on le connaît très bien, c'est le pharaon Horemheb qui a été étudié aussi par des collègues suisses. Enfin, ces monuments à Karnak ont été étudiés en partie par des collègues suisses. Et Horemheb va réutiliser ces blocs dans ses propres monuments. Ça veut dire que Horemheb, dans un premier temps, veut s'inscrire dans la continuité de Toutankhamon. Et puis il décide, en fait, on se débarrasse de tous ces encombrants pharaons liés à l'épisode du règne d'Akhénaton, on les oublie. Et d'ailleurs, son successeur va contribuer à rejeter dans les oubliettes de l'histoire Toutankhamon et toute sa famille. C'est Ramsès Ier, qui est le premier roi après 3 règnes successifs à avoir une descendance, et parmi lesquels on sait que lorsqu'il monte sur le trône, il a un petit-fils qui s'appelle Ramsès, comme son grand-père, et qui deviendra le fameux Ramsès II. La tombe de Toutankhamon va donc tomber dans l'oubli, comme le pharaon lui-même, et surtout pour des raisons archéologiques extrêmement intéressantes qui vont permettre la découverte de Howard Carter. C'est que plus d'un siècle plus tard, en fait, lors du règne de Ramsès V, on va creuser une tombe au-dessus de celle de Toutankhamon. C'est la tombe que vous avez ici. La tombe de Toutankhamon se trouve là. Je vous montre ici une petite reconstitution 3D assez ancienne. Et en fait, les gravats de creusement de la tombe neuve de la vallée des rois, de la tombe de Ramsès V, Ramsès VI, vont venir combler l'entrée de la tombe de Toutankhamon. C'est comme ça qu'elle va échapper aux pillards de l'Antiquité. C'est comme ça que Toutankhamon sombre dans l'oubli total jusqu'à ce que l'opiniâtreté d'un archéologue complètement improbable, dont je vous parlais tout à l'heure, mais non moins passionné et méthodique, le ressuscite et fasse de lui en définitive le pharaon aujourd'hui le plus célèbre de toute l'histoire égyptienne, l'icône absolue, oserais-je dire le masque de l'Égypte des pharaons.
celui que Zahi Hawass n'hésitait pas à appeler le Golden Boy de l'Antiquité égyptienne. Toutankhamon, l'homme derrière le masque, nous échappe encore largement, vous le voyez, il faut bien le reconnaître. Mais c'est peut-être aussi en partie tellement on a appris sur ce personnage et son époque que l'on a envie d'en savoir toujours plus. Et dans tous les cas, la découverte de sa tombe, dont nous célébrons cette année et aujourd'hui même le 100e anniversaire, a véritablement révolutionné l'égyptologie en tant que discipline scientifique, ainsi que le rapport de toute notre société à l'Égypte ancienne, à l'Égypte moderne, ainsi qu'à la science qui étudie l'Égypte des pharaons, l'égyptologie. Je vous remercie de votre attention. Je voulais aussi signaler, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous renvoie au catalogue de l'exposition que j'ai eu le plaisir de co-diriger scientifiquement avec Simon Connor en 2019 à Liège, Toutankhamon, la découverte du pharaon oublié, et bien sûr aux prochains événements genevois qui vous permettront d'en savoir plus sur cette fascinante discipline qui est la nôtre. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Labourie, pour ce retour en un éclair. En 30 minutes, il faut quand même reconnaître la prouesse sur autant d'histoires. L'histoire de ce Golden Boy de l'Égypte antique, et qui a marqué l'histoire universelle, autant parce qu'on a découvert lors de l'ouverture de sa tombe par Carter, que parce qu'on ne sait pas encore. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité maintenant d'échanger en direct avec le professeur Labourie en posant vos questions. Des étudiants sont dans la salle pour vous transmettre les micros. Il vous suffit de lever le bras bien haut et d'avoir tout simplement la gentillesse de poser des questions de manière la plus concise possible pour que le plus grand nombre possible de questions soient prises. Pendant que l'audience se prépare et peut-être digère un petit peu cette épopée romanesque, aussi bien de Howard Carter que de Toutankhamon, l'enfant roi, je ne résiste pas à la tentation, à l'envie de vous poser la question de « il a été source d'un mythe », mais aussi de cette histoire de malédiction des pharaons. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous qui êtes en plus spécialiste d'histoire de l'art, on a un certain nombre d'explications aujourd'hui que les analyses ont pu apporter sur cette soi-disant malédiction des pharaons auprès d'un certain nombre de personnes qui ont assisté à l'ouverture du sarcophage et sont tombées de manière complètement mystérieuse, malades, à commencer, disait-on, 5 mois plus tard par Lord de Carnarvon. Ce que nous savons aujourd'hui être tout autre chose, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il s'agit fondamentalement d'un mythe. Je vais tordre le cou au canard. Il s'agit fondamentalement d'un mythe. On sait que les Égyptiens ont parfois des formules de malédiction contre ceux qui viendraient à endommager leur monument, mais ce genre de malédiction n'est pas du tout présent dans la tombe de Toutankhamon. Et on sait aussi que, évidemment, l'histoire de l'archéologie égyptienne, surtout à ses débuts, est jonchée d'épisodes où des gens se sont sentis mal. Parce que lorsque vous avez des cadavres qui entrent en putréfaction dans une chambre close, si vous ouvrez cette chambre, vous pouvez avoir des gaz qui sont évidemment très très néfastes. J'ai moi-même, lors d'une fouille, eu l'occasion de rentrer dans une chambre qui était intacte. À peine passé ma tête, je sentais en fait l'hypoxie, c'est-à-dire que j'avais l'impression de passer ma tête dans un four, c'est beaucoup plus chaud. On sent qu'on manque d'oxygène, et d'ailleurs quand on fouille ce type d'endroit et qu'il y a des momies, en fait on met des masques. Donc nous, égyptologues, on connaissait les masques FFP2 avant la crise Covid, parce qu'on doit porter ce genre de masque, ainsi que nos ouvriers, nos collaborateurs égyptiens, bien entendu. Alors ici, pour l'histoire de Toutankhamon, on est dans une époque où l'occultisme règne a beaucoup de faveur donc dans les années 20 dans le monde occidental, dans le monde britannique des Indes aussi. Et lorsque Lord Carnarvon décède très rapidement, mais je vous ai dit, il était de santé notoirement fragile, eh bien certains vont s'emparer de cela. Et puis il y a une récupération médiatique, voire presque politique en fait de la chose, puisque Lord Carnarvon avait vraiment privé toute la presse internationale à l'exclusion du Times London.
du suivi médiatique de la tombe, de la découverte de la tombe. Et donc, ils vont se ruer comme la misère sur le monde, c'est le cas de le dire, sur cette histoire. Alors, quand on regarde la liste des gens qui sont soi-disant morts de la malédiction de Toutankhamon, par rapport au nombre de visiteurs de la tombe, c'est ridicule le nombre, et ils sont tous très âgés. Donc mon collègue Marc Gabold a fait l'exercice mathématique en regardant la moyenne d'âge de ces gens. En fait, elle est au-dessus de l'espérance de vie des Français à l'époque. Donc ce sont des gens qui meurent souvent dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la tombe, mais on va aller rechercher la moindre mort qui peut être connectée avec la tombe de Toutankhamon. Donc c'est une orchestration médiatique, c'est un mythe contemporain. Qui a nourri l'imaginaire mais qui a considérablement contribué en fait à la légende de Toutankhamon jusqu'à aujourd'hui. Alors un autre point, en parlant de légende, y a-t-il légende ou histoire? En revenant au titre de votre présentation, cet homme derrière le masque, se pourrait-il qu'à l'origine, une femme ait dû être sous ce masque, cette fameuse sœur Méritatone? Il semblerait que dans sa découverte, en accédant à la tombe, Howard Carter ait trouvé des débris avec des cartouches du nom du père de Toutankhamon, Akhenaton, et puis de cette fameuse sœur. Et vous expliquiez la disposition de cette tombe qui est finalement plus petite également que celle qu'on imaginerait ou aurait dû imaginer pour un pharaon. Quelle est l'histoire derrière ce masque? L'autre histoire, peut-être. Alors, j'ai certains collègues qui pensent ou qui ont avancé que le masque aurait pu appartenir à ce pharaon qui s'appelle Néfer-Néferuaton. Alors, je pense qu'il faut dire une femme pharaon ou une pharaonne. Le terme n'existe pas vraiment en français, mais c'est un pharaon au féminin. Et je voudrais rappeler aussi que pour les Égyptiens, ils étaient en avance par rapport aux autres peuples sur ce point. Avoir une femme à la fonction suprême n'était absolument pas un problème. Donc on a plusieurs femmes pharaons dans l'histoire égyptienne. En l'absence d'héritier masculin, eh bien, c'est la première fille de la famille qui prend le rôle. C'est juste un rôle par destination plutôt masculin, parce que notamment il faut aller faire la guerre, mais à toutes les grandes époques de l'histoire égyptienne, il y a des femmes qui ont pris le pouvoir, et celles qui ont eu des problèmes, comme Hatshepsut, ce n'est absolument pas parce que ce sont des femmes. Donc pour les Égyptiens, une femme qui monte sur le trône, et c'est vrai, ils sont vraiment en avance sur la plupart des peuples de l'Antiquité, ça ne pose en soi aucun problème. On a imaginé effectivement que le masque de Toutankhamon pourrait remonter à Néfer-Néferuaton. Il semblerait que pour des raisons techniques, ce soit impossible. C'est-à-dire que ceux qui ont avancé cette théorie, qui est juste une théorie, c'est une hypothèse, imaginent que le masque à proprement parler aurait été enchâssé sur une matrice qui daterait de Néfer-Néferuaton. Le problème, c'est que l'analyse technique de la réalisation du masque, avec la soudure en fait de la partie faciale sur le reste de l'ensemble du masque, interdisent ce genre de bricolage s'il a été fait en une seule fois. Or, il présente le portrait type de Toutankhamon, qui est différent de celui de sa sœur. Je n'ai pas voulu rentrer dans des spécificités trop d'histoire de l'art, parce que c'est un peu trop mon violon d'Ingres, mais je ne voulais pas ennuyer l'Assemblée avec cela. Mais le visage officiel de Néfer-Néferuaton et le visage officiel de Toutankhamon n'est pas le même. Ne correspondent pas. Donc voilà. Et donc, on peut voir que physionomiquement, c'est un masque fait pour Toutankhamon. D'accord. Je pense même qu'on connaît l'auteur de ce masque, d'ailleurs. On connaît l'auteur. C'est-à-dire qu'une mission australienne a retrouvé une tombe qui avait été signalée au XIXe siècle sur le site de Saqqara, qui est la tombe d'un certain Aménémoné, qui est grand chef des artistes sous Toutankhamon et grand chef des orfèvres. Et donc on peut imaginer que ce masque hautement important a été confié au meilleur orfèvre de l'époque, c'est-à-dire cet Aménémoné. Donc on peut connecter un nom, ce qui est pas si rare qu'on le pense en général dans l'art égyptien. On peut connecter le nom d'un auteur avec cette œuvre. C'est extraordinaire. À des années, à des centaines d'années, oui, des milliers d'années, des 30 siècles d'années après la mort de ce roi pharaon. Bonjour monsieur, merci beaucoup déjà pour cette conférence très intéressante. J'aurais voulu savoir, lorsque vous avez mis sur le PowerPoint l'arbre généalogique de Toutankhamon, vous avez mis Akhenaton, son père, avec la momie de la KV55, qui a été effectivement, je crois, c'est plutôt
quelque chose de figé au niveau des égyptologues. Et pour Nefertiti, il me semble que c'est celle de la KB35, la Young Lady. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait vraiment un moyen de prouver que cette momie est bien celle de Nefertiti, si ça fait consensus un peu dans le milieu de l'égyptologie ou pas. Oui. Alors, c'est à nouveau un problème presque mathématique, c'est une équation. Mais pour une fois, donc, en égyptologie, souvent, on a des convictions extrêmement fortes qui fait qu'on appelle ça des certitudes. Mais on sait que les textes peuvent mentir, évidemment, et c'est même une de leurs vocations. Ici, on a une preuve qui est vraiment d'ordre génétique. Donc, si on analyse le génome de Toutankhamon et qu'on analyse le génome de ces deux momies, en fait, le génome de Toutankhamon s'explique pour moitié avec le génome de la momie de la tombe 55 et pour l'autre moitié avec le génome de la Young Lady. Statistiquement, c'est impossible si ce ne sont pas les deux parents. Donc génétiquement, on est obligé d'admettre que la momie de la tombe de Toutankhamon, qui est celle de Toutankhamon, est le fils de la momie de la tombe 55 et de celle de la Young Lady de la tombe 35. Alors, la tombe 55, tous les éléments égyptologiques dont on dispose pour cette tombe nous montrent qu'en fait, il s'agit de l'inhumation, la réinhumation en réalité d'Akhenaton. Tous les éléments scripturaux que vous avez, épigraphiques, indiquent que c'est Akhenaton. Par ailleurs, je vous ai montré que les sources épigraphiques de l'époque amarnienne nous montrent qu'il y a un fils du roi de Sacher qui s'appelle Toutankhaton. Donc l'équation se fait assez logiquement. On sait que la mère de Toutankhamon, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, doit être Nefertiti, d'après les sources égyptiennes elles-mêmes. Or, la momie de la mère, c'est celle de la Young Lady. Donc le matching, évidemment, l'équation se résout à nouveau d'elle-même. D'où la certitude que j'avais en vous présentant cet arbre généalogique. J'espère que ça répond à votre question. On voit qu'on associe d'autres arts et sciences pour déduire les informations trouvées dans les fouilles que l'observation. La question de ce trésor qui a été trouvé, donc la mort de Toutankhamon précède l'apothéose de l'Égypte ancienne, avec ensuite la 19e dynastie. On sait ce qu'ont représenté les Ramsès dont vous parliez, et Ramsès II bien sûr, mais dont la tombe a été entièrement pillée, dont nous n'avons rien. Cette tombe de Toutankhamon découverte avec ce trésor fabuleux pour un enfant roi qui a régné si peu de temps, en comparaison des 66 ans de Ramsès II, qu'est-ce qu'elle nous apporte scientifiquement sur cette histoire en matière d'égyptologie, en plus de la richesse, effectivement, et des joyaux et de l'aspect absolument sublime des trouvailles, des merveilles, comme disait Carter, qui ont été excavées. Alors, toutes les autres tombes royales ont été pillées. Et justement, la Suisse est impliquée dans l'étude de tout cela par les travaux de Suzanne Bickel à l'Université de Bâle sur ce pillage. Donc, on sait qu'il y a des pillages, je veux dire, clandestins, orchestrés évidemment par des grands du royaume à la fin du Nouvel Empire, et puis surtout au lendemain du Nouvel Empire, c'est-à-dire au tournant du 2e et du 1er millénaire, l'État égyptien a besoin d'argent au sens monétaire, et donc on va le chercher là où il est, c'est-à-dire qu'il y a un pillage systématique orchestré par la couronne pour vider ce qui reste dans les tombes royales, et les momies sont soigneusement et pieusement enterrées ailleurs pour les protéger. Donc il ne reste presque plus rien. Et en fait, les archéologues ont trouvé des morceaux de bouts de fragments, de restes de vestiges archéologiques dans les tombes. Mais ces éléments permettent d'avoir une idée de la typologie de ce qu'il y avait. Donc on sait qu'il y avait des chapelles ou des statues en bois doré de tel ou tel type dans chacune de ces tombes. Et donc la tombe de Toutankhamon, elle nous permet, même si c'est une tombe, vous l'avez compris, qui est une tombe condensée en fait, et en plus elle est remplie avec des objets qui proviennent de la vie quotidienne du roi. On ne sait pas si c'était la norme ou si c'est parce qu'il fallait un peu remplir cette tombe, mais cette tombe, qui est un minimum de tombe, qui nous fascine par sa richesse, c'est un minimum de tombe, elle nous permet d'imaginer ce qu'il devait y avoir dans les tombes des grands rois comme Toutmose III ou Ramsès II. Ça devait être faramineux, ou j'oserais dire pharaonique. Pharaonique et inimaginable presque. Y a-t-il dans la salle un bras qui se lève? Oui, je vois là-bas au milieu. Bonsoir.
Je voulais savoir, donc, quand vous avez expliqué, quand Madame a expliqué comment vous avez découvert en fait l'égyptologie, je voulais savoir si vous avez eu un déclic, s'il y a quelque chose, donc j'ai bien entendu par rapport à votre histoire familiale, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose, un objet ou l'histoire d'une personnalité égyptienne qui a fait un déclic pour vous par rapport à cette passion et du coup à ce travail-là? Une inspiration, votre vocation. Oui, alors c'est une vraie vocation au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un appel. Donc j'ai eu la chance d'aller en Égypte quand j'avais 12 ans. C'est le cas de pas mal de mes collègues qui ont attrapé ce virus. Donc l'égyptologie, c'est un virus, sachez-le. Il n'y a pas de vaccin, on ne sait pas se soigner, mais on vit très bien avec. Et donc j'ai eu ce virus à l'âge de 12 ans. J'ai eu la chance d'aller en Égypte. Ma mère, qu'on évoquait tout à l'heure, voulait absolument aller en Égypte. Ça avait du sens dans l'approche familiale. Et mon père trouvait que c'était quand même un voyage assez coûteux et que nous sommes 3 enfants dans la fratrie. On était peut-être un peu jeunes. Je suis le second dans ma fratrie. Et donc, ma mère a dit, très bien, je vais prendre les 3 enfants sur le sofa et chaque soir, je vais leur lire un chapitre de l'histoire de l'Égypte. Ce qui fait que quand je suis allé en Égypte du haut de mes 12 ans, un âge où on n'est pas encore très sérieux, quand on me parlait d'Hatshepsut ou de Ramsès II, ça voulait dire quelque chose, ou Khéops, je pouvais les situer vaguement dans le temps. Et j'ai été subjugué par cette civilisation. J'ai fait la grave erreur d'aller en Grèce après. J'ai trouvé que tout était tout petit par rapport à l'Égypte, que l'Égypte était à la mesure des dieux et la Grèce à la mesure des hommes. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe Loher, qui est un grand égyptologue français aujourd'hui décédé, qui est le dernier égyptologue étranger à avoir gardé un titre au service des antiquités égyptiennes dont il a servi la nation. Et du haut de mes 12 ans, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Avec pas beaucoup de sérieux évidemment, à 12 ans on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, et puis j'ai grandi pendant que j'étais adolescent, c'était l'époque des Indiana Jones auquel j'ai fait référence à plusieurs reprises, et donc à l'âge de 18 ans je me suis dit je m'inscris en archéologie, et comme mon frère et ma sœur, on a tous fait des choix qui ne sont pas les choix que nos parents auraient proposés pour nous, mais ils nous ont fait le plus beau cadeau que des parents peuvent faire à leurs enfants. Ils nous ont dit on vous fait confiance. Si vous avez envie de faire ça, on sait que vous pouvez être sérieux dans ce que vous faites, et donc on vous soutient, on vous fait confiance. Et je dis souvent à mes étudiants, quand ils ont expliqué à leurs parents qu'ils veulent faire l'égyptologie, ou pire, l'histoire de l'art égyptien, les parents doivent aller courir dans le fond de la maison et pleurer en se disant « mon enfant n'aura jamais un job dans la vie ». Mais je crois que la passion mène quand même, apporte ses fruits. Et voilà l'histoire de ma vocation personnelle. Un magnifique virus, finalement, contagieux, et que vous recommandez de transmettre, notamment. Je crois qu'on a déjà pas mal de contaminés ici. Qui sont là, sans compter que nous avons d'autres personnes dans un autre amphi qui n'ont pas pu accéder à celui-ci, mais qui suivent indirectement. Et donc, il y a la possibilité, encore une fois, pour les enfants, les parents, pour ceux qui sont dans cette salle et qui ont leurs enfants, le message, c'est de leur faire confiance en les emmenant à l'exposition organisée par l'unité d'égyptologie de l'Université de Genève, bien sûr, à la bibliothèque de Genève. Y a-t-il une autre question brûlante? Oui, devant, monsieur. Est-ce que... merci beaucoup. Allez-y. S'il faut, je répéterai votre question. Oui. Non, en fait, c'est vraiment pour rebondir sur la dernière question. Je n'aurais pas forcément posé sinon. Mais du coup, ça m'intéresserait de savoir comment, du coup, par rapport à Indiana Jones, quel est votre avis sur la pratique de cet archéologue-là? C'est Hollywood. Donc évidemment, Indiana Jones... c'est un mythe qui fait rêver, c'est de l'entertainment, comme on dit en anglais, c'est destiné à distraire. C'est le pire des archéologues, puisque si vous regardez les films, il détruit tout sur son passage. Donc, évidemment, c'est pas la vocation. La vocation de l'archéologue est exactement l'inverse. Mais, comme certains auteurs, que je ne citerai pas, qui ont quitté l'égyptologie pour passer dans la production de romans, je pense que tous ces gens servent la cause égyptologique, servent la préservation du patrimoine égyptien, qui est un patrimoine commun à toute l'humanité, parce qu'ils suscitent des vocations à un âge, en fait, où on est attiré par ce genre de choses. Et puis après, comme souvent, des choses pas très sérieuses peuvent mener à des choses très sérieuses. C'est l'histoire de Petrie, d'ailleurs. Petrie, que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'inventeur de l'archéologie scientifique. Il est allé en Égypte pour vérifier une théorie complètement abracadabrante à propos de l'orientation des pyramides. Pour se rendre compte que ça ne marche pas. Il est allé mesurer tout ça.
Et puis il a eu le virus de l'égyptologie et il est devenu le père fondateur de l'archéologie scientifique. Donc, vous voyez, des choses parfois pas sérieuses peuvent amener à des choses très très sérieuses. Nous avons encore le temps pour une question. Monsieur ici, au milieu, si vous pouvez lui transmettre un micro. Merci beaucoup. Bonsoir. Deux questions. Est-ce qu'on a des hypothèses sur la cause de la mort prématurée de Toutankhamon? Et puis, deuxième question, vous avez parlé de la consanguinité fréquente, semble-t-il, dans les familles royales. Est-ce qu'on sait si certains pharaons étaient affublés de certaines tares, avec des problèmes médicaux dans ce contexte de consanguinité? Merci. Alors, vous aurez constaté que j'ai évité soigneusement le sujet dans mon exposé. En fait, on connaît le bilan de santé grâce aux analyses menées par l'équipe dirigée par Zahi Hawass il y a une douzaine d'années. Le bilan de santé de Toutankhamon, il est très mauvais. Donc, on sait que génétiquement, il avait des marqueurs génétiques de la présence de la malaria. Donc, il était atteint de la malaria, mais on peut très bien vivre pendant des années, une longue vie avec la malaria, et il a un bilan de santé assez mauvais. On est à une époque aussi où l'Égypte est frappée de plein fouet par la malaria et la peste. Vous avez vu que le taux de mortalité est très important, justement à l'âge où Toutankhamon décède. Mais les circonstances de sa mort, ce qui a amené à sa mort, en fait, nous échappe. Ça reste un mystère. Alors, vous avez 36 théories improuvables, il a été empoisonné. En fait, on n'a aucune source fiable qui permette de répondre à ce genre de questions. Maintenant, par rapport à la consanguinité et aux tares anatomiques, on a quelques pharaons Donc, on a un pharaon, Siptah, qui était pied-beau, très clairement, ce qui n'est pas le cas de Toutankhamon d'ailleurs, comme on a pu l'imaginer. Donc évidemment, ce sont des gens comme vous et moi, ils pouvaient être affublés de tares comme toutes les têtes couronnées de l'histoire de l'humanité. Mais par rapport à la consanguinité, en fait, on a le mythe que les pharaons épousent leurs sœurs. Et ça, c'est un mythe. C'est quelque chose qui se pratique à l'époque ptolémaïque, lorsque des Grecs d'origine macédonienne dirigent l'Égypte. Et c'est une tradition macédonienne d'épouser sa sœur. Ça amène évidemment à des problèmes génétiques très très rapidement, vous vous en doutez, mais ce n'est pas le cas pour les pharaons. Chaque fois que vous avez des mariages de type consanguin, quand un pharaon épouse sa sœur ou sa demi-sœur, c'est qu'il y a un problème de succession et qu'on essaye de résoudre des problèmes de lignée collatérale potentielle, c'est-à-dire d'avoir des héritiers potentiels égaux parallèles, ce qui veut dire des guerres de succession, enfin, comme on a appelé ça pour la succession espagnole. C'est toujours à ces moments-là qu'on essaye de resserrer les branches de l'arbre généalogique pharaonique. Donc, par exemple, le père de Thoutmôsis III, Thoutmôsis II, a épousé sa demi-sœur. Parce qu'on avait une crainte de lignée collatérale qui va d'ailleurs se concrétiser à la génération suivante. Mais normalement, les pharaons vont chercher leur reine dans une autre famille. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant ici, c'est qu'avec l'analyse génétique, on voit qu'il y a des stratégies, en fait. Il y a des stratégies matrimoniales. Lorsque les reines-mères peuvent gérer le mariage de leur fils, eh bien, elles ne vont pas choisir n'importe qui, elles restent dans leur cercle familial parce que ça renforce le pouvoir de leur famille d'origine. Donc il y a des véritables stratégies et on peut les voir à différents niveaux dans l'histoire égyptologique, enfin l'histoire égyptienne, par l'égyptologie. Et ça, c'est un nouveau pan de recherche en fait en égyptologie, c'est la relation du roi à l'élite et de voir que c'est pas comme les textes nous disent, l'élite est faite de couards qui n'ont qu'une seule envie, de suivre le roi qui est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Ça n'a jamais été comme ça dans aucune royauté. Il y a un bras de fer permanent entre l'élite dirigeante et le pharaon. Et on voit que Pharaon, en fait, change ses appuis. Tantôt, il s'appuie sur des familles d'une certaine région, puis au règne suivant, sur une famille d'une autre région. Parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous allez avoir des problèmes de puissance trop importants face à vous. C'est de la réelle politique. C'est fascinant. Il y a des bras de fer diplomatiques, il y a des alliances avec l'égyptologie aussi, avec d'autres disciplines, les analyses généalogiques, Absolument. Les équations dont vous parliez. Et puis l'archéométrie, les projets que vous avez menés sur différents monuments égyptiens qui font intervenir la physique, la chimie. Et puis vous êtes historien de l'art. Alors, juste pour conclure, en conclure sur vous, en revenant, cette combinaison histoire de l'art et égyptologie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment combinez-vous les deux? Oui, alors moi, ayant une formation d'historien de l'art, quelque chose qui m'a frappé en me lançant dans l'égyptologie, c'est que l'égyptologie reconnaît qu'il y a un art égyptien, parce que cette production monumentale et imaginaire, c'est commode de l'appeler art, mais qu'il n'y a pas d'artiste dans l'Égypte ancienne. Et donc, depuis une douzaine d'années, vraiment, le cœur de mes recherches est axé sur la question de l'artiste dans l'Égypte ancienne,
Et je peux vous dire qu'il m'a fallu une bonne année pour digérer l'ensemble des informations, parce qu'en fait, l'Égypte ancienne nous a laissé énormément, une quantité invraisemblable d'informations sur les artistes dans l'Égypte ancienne qu'on peut suivre à titre individuel, parfois, dans les factures picturales. Très souvent, ils signent. J'ai une doctorante qui a fait sa thèse sur les artistes nommément mentionnés dans les sources égyptiennes. Elle en a pratiquement 900. Donc on connaît les artistes égyptiens, on sait que c'était des membres de la société qui jouissaient d'un statut souvent assez important, et on voit que c'est une société qui a majoritairement, de façon très significative par rapport aux autres cultures de l'Orient ancien, investi dans cette production artistique. Et donc moi, mon combat en tant qu'historien de l'art au sein de l'égyptologie, c'est d'essayer de réintégrer les concepts et le vocabulaire de l'art et de l'artiste dans le discours de l'égyptologie, pour qu'on n'hésite plus à dire il n'y a pas tout à fait des artistes, ce sont des vrais artistes pleins comme ceux de la Renaissance italienne ou de n'importe quelle autre période artistique. Magnifique, un combat et une victoire, à n'en pas douter. Merci beaucoup, professeur Labouré. J'ai le plaisir de retransmettre la parole à monsieur le recteur Yves Flukiger. Merci beaucoup. Vous avez adoré la conférence, vous allez adorer l'exposition qui est consacrée à Toutankhamon. Merci beaucoup, professeur Labouré. Vous avez vraiment réussi à transmettre votre passion à un public passionné. Et puis, comme on a été vraiment très heureux de vous retrouver toutes et tous en présence ce soir, je vous invite aux prochains événements qui auront lieu ici dans cette université, et en particulier, évidemment, le Dies Academicus 2022 avec Madame Barbara Hendricks, qui nous fera l'honneur de non seulement chanter, mais de faire un discours au Dies Academicus. Bonne soirée à toutes et à tous, et à tout bientôt.